Uzbek Erika présente Prophétie, le podcast qui explore les prédictions les plus intrigantes pour le futur. Si vous tapez aujourd'hui sur Google « loi scientifique », vous allez sans doute tomber sur une liste de lois plus ou moins connues, comme les lois de la sélection naturelle, la poussée d'Archimède, les lois du mouvement de Newton, etc. Certaines d'entre elles vous rappelleront peut-être vos cours de physique, de maths, de biologie, mais certainement pas de sociologie. Et la raison est simple, en 2025, il est globalement admis qu'il n'existe pas de loi universelle de sciences humaines, par opposition aux sciences naturelles qui, elles, seraient beaucoup plus robustes. Sauf que depuis quelques années, un certain Bernard Lahire affirme le contraire. Pour ce sociologue reconnu, il est bel et bien possible de dégager des lois générales de sciences humaines et notamment de sociologie, c'est-à-dire des grands principes universels qui régissent l'existence humaine depuis ses débuts. Mais alors de quelles lois parle-t-on exactement ? Comment les définir et surtout comment s'assurer qu'elles sont bel et bien des lois scientifiques ? Dans cet épisode de Prophétie, on va tenter de répondre à toutes ces questions qui peuvent paraître un peu complexes et académiques, mais qui ont en réalité des implications très concrètes pour la société. Je suis Sophie Klutzli et je suis accompagnée aujourd'hui de Pablo Maillet, qui a enquêté sur le sujet. Nous sommes tous les deux journalistes à la rédaction d'Uzbek Erika. Salut Pablo. Salut Sophie. Alors Pablo, pour préparer notre entretien, je me suis rendue sur la page Wikipédia dédiée aux lois scientifiques. On y trouve donc beaucoup de lois en physique, en maths, en astronomie, etc. Mais par contre, j'ai été étonnée de voir qu'il n'y avait aucune loi en sociologie, en économie ou encore en anthropologie. Et je suis tombée sur un passage hyper intéressant sur cette page qui explique que si la notion de loi scientifique est utilisée dans tous les domaines des sciences naturelles, elle est en revanche beaucoup plus discutée dans les sciences humaines. Alors première question très simple, pourquoi les sciences humaines n'ont pas de loi générale ? Oui, en fait, t'as bien résumé les choses, non seulement sur Wikipédia, mais aussi dans les manuels scolaires et dans les facs. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de vérité incontestable en sciences humaines, seulement des principes, des théories plus ou moins consensuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sociologues sont aujourd'hui plutôt d'accord avec cette idée. Ils considèrent que leur travail n'est pas d'établir des lois, mais d'observer des phénomènes sociaux particuliers, localisés, et que leurs conclusions n'ont jamais de valeur universelle, précisément parce qu'elles dépendent de ces contextes sociaux qui peuvent toujours changer. Cette idée, elle vient notamment d'un ouvrage de référence qui s'appelle « Le raisonnement sociologique » et qui a été publié par le sociologue Jean-Claude Passeron en 1991. Sans trop rentrer dans les détails, ce que dit Passeron dans ce livre, c'est tout simplement qu'il serait impossible de généraliser, par exemple, ses propres travaux sur la reproduction des inégalités scolaires en France. Pour lui, on ne peut pas dire que ce serait applicable partout, tout le temps. Ah bah justement, j'allais y venir à ce fameux Bernard Lahire, qui est donc le sociologue qui remet en question tout ça depuis quelques années, si je comprends bien. Et donc pour lui, il est non seulement possible, mais même indispensable en fait que les sciences humaines établissent elles aussi leurs propres lois. C'est bien ça ? Ouais, et bah tu as le même avis que Passeron, figure-toi. Pour lui, en fait, on pourrait faire des milliers d'études sur des milliers de sociétés différentes et on trouverait toujours des résultats différents. Là où, à l'inverse, la loi universelle de la gravitation, par exemple, elle s'applique à tous les citoyens du monde uniformément, sans variation de degré ni de nature. Après, Passeron précise évidemment que cette différence ne rend pas moins scientifique la sociologie, au contraire. Pour lui, c'est juste une science à part, comme il l'expliquait dans cette conférence organisée en 2000. Je disais que l'histoire de la sociologie nous fait constater que ces propriétés logiques, qui sont des propriétés logiques, des affirmations et des déductions, n'ont jamais pu être transposées telles quelles dans une science sociale. Et j'ajoute juste que ça s'explique aussi par une certaine préférence, en tout cas une certaine focalisation sur l'enquête de terrain en sociologie, qui rend souvent les sociologues assez humbles, en tout cas assez prudents, avant de généraliser quoi que ce soit. Et ça, je pense encore plus ces dernières décennies, à mesure que les sciences humaines en général se sont développées un peu partout dans le monde, avec des postulats, des héritages, des méthodes très différentes. Tout ça a sans doute rendu les sociologues moins susceptibles d'établir des principes généraux, des lois générales. C'est un peu ce que dit aussi Bernard Lahire lui-même, comme on peut l'entendre dans cette émission de France Culture qui date de 2023. Beaucoup de gens font du travail sérieux, entendons-nous bien. Moi, je critique pas mes collègues, ou alors si je critique mes collègues, je me critique moi-même dans tout ce que j'ai fait auparavant. Donc le but n'est pas là. C'est qu'on travaille bien, mais on travaille de manière
trop désorganisé et sans croire qu'il est possible de dégager des acquis de tout ce qu'on a fait depuis 150 ans. Ah bah justement, j'allais y venir à ce fameux Bernard Lahire, qui est donc le sociologue qui remet en question tout ça depuis quelques années, si je comprends bien. Et donc pour lui, il est non seulement possible, mais même indispensable en fait que les sciences humaines établissent elles aussi leurs propres lois. C'est bien ça ? Exactement. Depuis quelques années, Bernard Lahire consacre vraiment l'essentiel de son temps à cette question. Il a publié 2 livres sur le sujet. Le premier s'intitule « Les structures fondamentales des sociétés humaines » et le second « Vers une science sociale du vivant ». Et dans ces 2 ouvrages, il avance que c'est le caractère relativement jeune des sciences sociales qui explique l'absence actuelle de lois générales. Donc pour rappel, la sociologie elle a été inventée seulement autour du milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, il dit que ça fait 150 ans que des dizaines de milliers d'études sont produites un peu partout sur Terre, que ce soit en anthropologie, en histoire, en économie, en sociologie, et que donc on doit pouvoir en tirer des leçons. Alors ça donne forcément envie de savoir quoi, quelles leçons et quelles lois est-ce qu'on peut tirer de tous ces ouvrages qui ont été publiés depuis tout ce temps ? Alors en effet, concrètement, dans la deuxième partie des structures fondamentales des sociétés humaines, Bernard Lahire énumère en tout 17 lois générales, ainsi que 5 grands faits anthropologiques et 10 lignes de force. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces expressions, mais juste pour te donner une idée, la première de ces lois, c'est ce qu'il appelle la loi biologique et sociale de la conservation, reproduction, extension. Accrochez-vous. Voilà, ça sonne un peu compliqué dit comme ça, en fait c'est assez simple. Pour lui, ça veut tout simplement dire le fait que toute structure sociale tend à se reproduire. Donc en gros, l'enfant d'un parent riche sera très probablement riche à son tour, qu'il s'agisse de capital culturel, économique, social, symbolique. C'est une autre manière de dire que les inégalités se transmettent, voire s'accentuent à travers les générations. Oui, donc c'est pas non plus une grande découverte. J'ai quand même l'impression qu'on est aujourd'hui inondé de livres et d'études qui nous démontrent ça. C'est même un thème récurrent dans la fiction. Je pense notamment à la célèbre série Succession. C'est un coup de papa. Dans le bouddhisme, il arrive parfois que ton plus grand bourreau s'avère être aussi ton meilleur professeur de vie. En fait, Bouddha, sympa t'es Tom Ford. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau là-dedans ? Bah oui, je comprends ton étonnement, et en fait c'est un peu le cas pour chacune de ces lois. Elles ont toutes un côté un peu déceptif si on s'attend à vraiment de nouvelles connaissances spectaculaires. Mais c'est précisément ce qui fait l'intérêt de ce travail selon Lahire, c'est de dégager parmi tout le savoir humain ce qui semble faire consensus et donc faire loi. Je te donne juste encore un exemple, mais dans une émission de France Culture en 2024, Bernard Lahire disait aussi que l'une des autres grandes spécificités de l'être humain, c'est le fait d'enseigner, c'est-à-dire de transmettre nos savoirs aux autres avec une volonté de pédagogie et un intérêt pour la progression. Donc là aussi, on peut se dire, bon, ok, pas très spectaculaire, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit, comme on peut l'écouter dans cet extrait. C'est sans doute une grande spécificité de l'humanité, le fait d'enseigner, le fait de transmettre culturellement des savoirs, des savoir-faire, en organisant cette transmission. Et pour arriver à toutes ces conclusions, est-ce qu'il a suivi une méthode en particulier ? J'imagine que ça doit être un travail assez gigantesque. Pas vraiment, et c'est d'ailleurs ce que lui reprochent certains de ses confrères, comme le sociologue Jean-Louis Fabiani, qui ne comprend pas comment ni pourquoi. D'ailleurs, Lahire a pu aboutir à 17 lois, et pas 15 ou 20 par exemple. Quand j'ai posé la question de la méthode à Bernard Lahire, il m'a dit qu'il avait, je cite, tout simplement tenu compte de l'état de la science, ce qui suppose beaucoup de lecture et un grand esprit de synthèse. Humble ou pas, voilà, ça dépend comment on voit ça. Mais par exemple, pour formuler la loi de la reproduction que je viens d'évoquer, il m'a dit qu'il avait commencé par s'appuyer sur les travaux de Pierre Bourdieu, le célèbre sociologue, puis sur d'autres études un peu similaires sur le Japon contemporain, puis encore sur d'autres études sur des sociétés africaines pré-capitalistes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il tombe vraiment sur toujours les mêmes conclusions, sans exception. Et ça, à la lecture de son livre, qui fait quand même 1000 pages, c'est effectivement difficilement contestable. Il a fait un vrai travail de fond, c'est clairement pas au doigt mouillé, mais en termes de méthode, voilà, il n'y a pas non plus de recette miracle. Ok, bon, le débat a l'air effectivement assez complexe, notamment entre sociologues, mais là je pense à nos auditrices et nos auditeurs, et je me dis qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt d'établir toutes ces lois générales. Au fond, à quoi est-ce qu'elles servent vraiment ? Est-ce qu'elles pourraient vraiment transformer notre vision de la société ? Et est-ce que ça pourrait même avoir un impact sur nos vies ? Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me disais un peu comme toi que c'était une question vraiment académico-académique, très universitaire, pas forcément concernante, comme on dit dans le journalisme. Mais en fait, à force de travailler dessus, j'ai un peu changé d'avis. À un moment donné, par exemple, Bernard Lahire tente d'expliquer pourquoi la préférence est donnée aux plus proches chez l'espèce humaine, c'est-à-dire pourquoi on préfère nos proches aux inconnus, en gros. Il considère que c'est une autre loi sociale, et pour le montrer, il s'appuie sur la théorie biologique de la sélection de parentèle, basée sur le constat que les apparentés d'un point de vue génétique,
Donc par exemple les plantes, les fourmis, les loups se font moins concurrence et développent davantage de coopération d'entraide mutuelle. En gros, les mêmes plantes, les mêmes fourmis et les mêmes loups ont tendance à se rapprocher et à développer ces comportements d'entraide. Ah oui, c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qu'on retrouve même chez le vivant non humain en fait. Exactement. Et pour Lahire, cette théorie qui vient de la biologie, elle permettrait d'expliquer en retour, chez nous, chez l'être humain, le népotisme, le nationalisme, le patriotisme. Et ça, d'un côté, je trouve que ça ouvre plein de pistes assez passionnantes. Par exemple, pour tenter d'expliquer pourquoi l'extrême droite monte en ce moment. Selon lui, si on tire un peu le fil, ça pourrait donc s'expliquer en partie par des facteurs biologiques que certains politiciens viendraient ensuite exacerber à travers leur discours. Mais en même temps, ça sonne aussi un peu facile comme explication. Non, on sait quand même que le racisme, le nationalisme, etc., ça repose aussi sur des facteurs économiques, sociaux, idéologiques. C'est quand même pas une question biologique, non ? Exactement, et c'est là où j'allais en revenir. En fait, ça fait aussi beaucoup débat, notamment avec d'autres sociologues qui reprochent à Lahire de trop se focaliser sur ces données biologiques. La question est vraiment complexe, mais en tout cas, pour revenir à ton interrogation sur l'utilité et l'intérêt de ce sujet, pour moi, c'est un peu tout le but de la sociologie que de mieux comprendre le comportement humain, et y compris dans ses composantes les plus classiques, les plus évidentes. Pourquoi les adultes dominent les enfants, pourquoi les inégalités se reproduisent, pourquoi il y a du nationalisme, etc. Au fond, j'ai un peu l'impression que c'est la démarche miroir de ce qu'on voit dans la série Netflix Mindhunter. Je ne sais pas si tu vois cette série dans laquelle 2 agents du FBI et une psychologue s'entretiennent avec plusieurs tueurs en série pour améliorer les connaissances et les recherches en sciences comportementales et en criminologie. On devrait utiliser toutes nos ressources, interroger les personnes les plus calées dans les domaines les plus variés. N'est-on criminel ou est-ce qu'on le devient ? Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier. Mais vous avez trouvé une méthode s'approchant de la perfection. Donc là, avec cette série, on est clairement dans le registre de la déviance, de l'exception. Et ben, la sociologie de Lahire, c'est l'inverse. Elle vise à comprendre plus simplement, plus banalement, les normes et les invariants. Ouais, d'accord, donc ce serait moins sexy pour en faire une série Netflix. Voilà, ce serait sans doute un peu plus chiant, en effet. Et t'en penses quoi, du coup ? Est-ce que la sociologie du futur va poursuivre la voie ouverte par Bernard Lahire ? Personnellement, tout ce travail m'a en tout cas aidé à remettre en question ma vision de la science un peu blouse blanche. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a ce stéréotype un peu cliché qui veut que toute loi scientifique proviendrait forcément d'une expérience testée, vérifiée en laboratoire. Ça, en fait, Lahire le dit bien, ni Darwin, ni Newton, ni Einstein n'avaient pu faire d'expérience directe en leur temps. Et c'est pas grave du tout, ça n'a pas empêché leurs lois d'émerger. Donc en effet, chaque loi sociale proposée par Lahire ne peut pas non plus avoir été vérifiée sur des dizaines de milliers de sociétés, mais ça n'empêche pas d'essayer de se poser la question, de dégager des tendances qui ont valeur de loi, au moins jusqu'à preuve du contraire. Ça, Lahire insiste beaucoup sur ce jusqu'à preuve du contraire, parce que ces lois, elles pourront très bien être mises à jour demain, si nécessaire, par les sociologues du futur. Donc voilà pour ce que j'en pense. Et toi d'ailleurs, t'en penses quoi ? Parce que ça me donne envie aussi de te poser la question après tout ce que je t'ai dit. Personnellement, je trouve ça aussi très stimulant d'explorer une voie plus scientifique, en tout cas au sens des sciences dures de la sociologie, et de mettre en lien toutes les recherches de terrain qui ont été faites de manière isolée. Et même d'ouvrir la sociologie aux vivants non humains, ça je trouve particulièrement intéressant, pour voir s'il y avait des grandes tendances ou lois qu'on pouvait retrouver au-delà de l'espèce humaine. Philosophiquement, j'imagine que ça pourrait aussi avoir un impact assez important sur les représentations qu'on a de nous-mêmes, de notre propre espèce, en nous incitant aussi à décentrer notre regard. Avant de conclure, c'est l'heure de notre petite rubrique culturelle. Toi qui t'es beaucoup renseigné sur le sujet, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditrices et nos auditeurs ? Ouais, bien sûr, et je vais même essayer de faire une recommandation un peu plus divertissante, un peu moins intello que tout ce qu'on vient d'évoquer. En me plongeant dans mes recherches pour ce sujet, je suis tombé sur le film « La sociologie est un sport de combat », un documentaire français sorti en 2001, réalisé par Pierre Carle. C'est une sorte de tentative très accessible de faire connaître au grand public la sociologie à travers des images du quotidien du sociologue Pierre Bourdieu, qu'on voit en conférence, en discussion avec ses collègues, se confronter au monde militant, etc. Et ça permet non seulement de comprendre plein de concepts de sociologie de façon assez simple, assez intuitive, mais aussi de se rendre compte de l'exercice quotidien de ce métier finalement assez méconnu, de son lien avec le réel, mais aussi de ses limites, notamment dans la dernière partie, que je ne vais pas spoiler ici, mais qui est assez marquante. Merci beaucoup Pablo pour cette recommandation, et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des lois générales de sociologie, je vous invite à aller lire l'excellente enquête de Pablo sur le site d'Uzbek Erika. On espère que cet épisode de Prophétie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées, à nous mettre des étoiles et à le partager autour de vous. On vous dit à bientôt dans un nouvel épisode de Prophétie.